Bonjour à tous, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. L'idéal, c'est de commencer vers 14 heures. On va peut-être prendre 2 minutes de délai max pour attendre les premiers retardataires, mais vu qu'on a quand même pas mal de contenu à vous partager, on va essayer quand même de commencer le plus à l'heure possible. Donc voilà, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui rejoignent. Et bonjour à tous. Encore une petite minute peut-être avant de... Exact, on a encore plein de gens là. Sur quelques secondes, on a 20 personnes qui nous ont rejoints. Donc bonjour à tous encore une fois. On va essayer de commencer dans 1 minute ou 2. C'est assez dense. Répétition pour les nouveaux arrivants. Avec effectivement un objectif qu'on va rappeler dans quelques secondes, mais l'objectif étant de donner des petites pratiques à la fois techniques ou même organisationnelles simples de notre point de vue, mais on va essayer de prendre les choses les plus simples possibles à mettre en application pour renforcer le SI avant les Jeux Olympiques. Ou pas, si vous n'êtes pas établissement JO, dans tous les cas, ça reste une bonne pratique globalement. Allez, à 150, on lance, on est 147. Tu donnes le top départ, Quentin. Au changement de slide, hein, c'est le top départ. Ok. Alors, on est plus de 150, on est 160, c'est parti. Donc, bonjour à tous encore une fois. On va se présenter rapidement. Donc, Patrice, je vais te présenter rapidement. Oui, Patrice Bijard, FSSI des ministères sociaux depuis 5 jours. Côté Annecy. Côté Annecy, bonjour, Praché Atune. Côté Annecy et présent côté CRTFR. Bonjour, moi c'est Florent Fauvin et je travaille avec Prachea dans le même bureau. On s'occupe de remédiation au sein du CRTFR. Eh bien, je vais prendre la parole. Quentin Letiec, donc je fais de la réponse à incident au CERT Santé. Et Thomas Damonville, aussi analyste au CERT Santé. Et donc, on va commencer par une petite introduction par Patrice. Oui, donc bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir répondu en nombre à cette invitation du CERT Santé et de l'ANS. C'est un webinaire qui s'inscrit dans un ensemble d'actions que nous avons imaginées dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques, et c'est un jalon assez important parce qu'on peut comme ça s'adresser à beaucoup d'entre vous en une seule fois. C'est un webinaire qui va se dérouler à 4 mains. Le CERT Santé, votre CERT Santé, vous connaissez bien, et le support de l'ANSSI, que je remercie pour sa présence, mais aussi son implication dans notre secteur santé. On est probablement le secteur qui bénéficie du plus d'attention de la part de l'ANSSI, et c'est une grande chance pour nous.
L'autre intérêt d'avoir ces deux agences à l'animation de ce séminaire, c'est que vous avez des personnes qui ont vraiment les mains dans le cambouis, qui sont dans la réponse à incidents. Le CERT Santé, vous le connaissez bien, il vous aide à qualifier des incidents malveillants, il vous aide dans de l'investigation, il vous accompagne dans de la réponse à incidents. Et donc, ce qui va être énoncé dans ce webinaire correspond de façon très forte à la réalité des attaques, à la réalité de la menace. Le contenu qui va vous être présenté a été choisi, décidé en fonction de 3 critères. Le premier, c'est que ce soit simple à exprimer, donc simple à comprendre, et pour vous, simple à partager en interne dans vos DSI, dans vos directions métiers, que ce soit un support facile de communication, que ce soit des règles, des mesures rapides à mettre en œuvre, ça va aller de quelques heures à quelques jours, mais on est dans des mesures rapides, et enfin qui correspondent à des vecteurs d'attaque qui sont ce que les équipes de réponse incident qui sont autour de l'écran aujourd'hui constatent au quotidien. Et la dernière raison de ce webinaire, elle est un petit peu évidente, de façon absolument unanime, tout le monde considère que le niveau de la menace va augmenter d'ici au jeu. On a quelques indices qui nous laissent penser que certains groupes d'attaquants sont déjà dans des phases de reconnaissance. On sent que ça soit sur du cybercrime, mais aussi sur de la déstabilisation, de la volonté de nuire à l'aspect médiatique de cet événement olympique. On voit bien que les incidents, le risque d'incident est en forte augmentation. Les établissements progressent dans leur capacité à résister aux attaques les plus triviales, même parfois des attaques ciblées, mais ça progresse de façon hétérogène, donc les établissements restent des cibles moins difficiles à attaquer pour des attaquants par rapport à des structures comparables dans le privé. Donc, tout ça augmente assez naturellement le risque qui pèse sur vos établissements. Voilà, donc, j'en dis pas plus. Ce webinaire sera en replay. Utilisez-le, poussez-le dans vos différentes directions, dans vos DSI. Voilà, ça a vocation à être communiqué très largement, et comme Quentin le disait, on fait un focus aujourd'hui sur le visio, mais l'ensemble des mesures qui seront présentées s'adressent de toute façon à tous les établissements, à toute structure, quelle qu'elle soit. Voilà, je termine là. Je vous souhaite un excellent webinaire. Quentin, je te rends la parole. Et donc, on va vite commencer sur des informations préalables. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez donc, dans le chat. On n'y répondra pas pendant la présentation, directement nous, à l'oral. Vous aurez des réponses écrites qui peuvent être apportées par les différentes personnes qui savent vous répondre, ou même entre vous. Des fois, vous avez des réponses à vous apporter. On y jettera un œil à la fin. Là, on est parti pour 1 heure de présentation. On a pas mal de sujets différents et on va vite commencer. Pour rappel, donc, ce sont des mesures à mettre en place d'après nous, l'ANSSI, le CERT Santé, mais ce n'est pas les actions suffisantes pour que votre SI soit en condition de sécurité. Mais c'est déjà, on va dire, un minimum, idéalement, à mettre en place pour avoir une sécurité supérieure à la moyenne. Et on commence tout de suite avec une slide de l'ANSSI. Oui, je commence par le premier thème qui est assez généraliste, mais qui est vraiment essentiel lors des réponses à incidents, c'est connaître ces systèmes d'information pour au moins les 2 ou 3 activités critiques. Ça passe par définir une liste des applications de ces services critiques-là qui sont essentiels pour vos organisations. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on cartographie les systèmes qui s'appuient dessus, donc toute la partie serveur, base de données et autres. Une fois qu'on a fait ça, on fait une cartographie des périphéries. Donc là, on est plus sur le matériel sur lequel reposent ces systèmes d'information-là. Après, entre eux, on va consolider les choses en faisant une matrice des flux des différentes informations que les données puissent transiter. Et ensuite, on fait une architecture réseau. Donc là, on a vraiment la cartographie de façon globale qui permet de faire les liens entre les différents SI et les processus métiers. Enfin, on liste aussi tout ce qui est interdépendance entre les métiers et les partenaires externes qu'on peut avoir, tels que les sous-traitants, les infogérants. Donc ça, il faut avoir cette cartographie-là. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, il faut quand même aussi identifier la partie plan de continuité d'activité,
Donc la partie PCA, donc c'est la capacité de fonctionner en mode dégradé. Comment on fait pour fonctionner dans ce mode dégradé? Est-ce qu'on crée une enclave réseau dédiée à ça ou est-ce qu'on retourne typiquement, par exemple, à du papier crayon? Et bien sûr, une fois qu'on a fait toutes ces informations-là, il faut les posséder de façon hors ligne parce que dans le cadre d'une attaque destructrice comme le rançongiciel, eh ben, ces informations-là ne sont pas disponibles. Donc, bien veiller à les avoir hors ligne. Et un dernier point, c'est recourir à ADS. Donc, ADS, c'est la partie ORADAD, donc mesure de l'Active Directory, et la partie SILEN, qui est la partie supervision de la surface exposée. Le deuxième thème, c'est les sauvegardes. Donc ça, c'est vraiment votre bouée en cas de rançongiciel, parce qu'une fois que votre système d'information, il est chiffré, les sauvegardes, ça sauve beaucoup. Donc sur la partie construire et protéger, donc bien définir sa politique de sauvegarde en identifiant justement les services critiques qu'on en a fait auparavant. C'est pareil la partie, opération de sauvegarde, donc ça, c'est vraiment des opérations qui sont sensibles d'un point de vue d'administration. Il faut protéger en fait, ces actes-là à travers du matériel dédié et puis des pratiques, renforcées. Un autre point, c'est, la partie indépendance de l'infrastructure de sauvegarde avec le reste du système d'information. On pense notamment, par exemple, à l'Active Directory, dans le cadre d'incidents de type rançongiciel. Si l'infrastructure de sauvegarde fait partie de l'Active Directory, l'attaquant, a accès à cette partie-là et peut également chiffrer, cette partie-là et du coup, on n'aura pas accès aux sauvegardes. S'assurer du contrôle, d'accès des sauvegardes, donc ça, c'est pareil, si on a externalisé, cette prestation ou que le service est dans le cloud, garantir en fait que, seules les personnes autorisées aient accès à cette donnée-là. Un autre point, c'est aussi si on a chiffré, enfin si on a externalisé, tout ce plan-là de sauvegarde, bien penser à chiffrer la donnée, parce qu'une fois que c'est à l'extérieur, il faut la protéger de façon adéquate. Et un point aussi qu'on voit aussi et qui est essentiel, c'est de faire évoluer toute l'infrastructure de sauvegarde au même rythme qu'on fait évoluer les systèmes d'information. On a bien souvent des cas où il y a des services qui sont perdus, mais qui n'ont pas été sauvegardés parce qu'ils ont été mis en place très récemment et on a oublié de le mettre dans la politique de sauvegarde. Enfin, sur cette partie-là, sur la partie construction, je termine sur la règle des 3-2-1. La règle des 3-2-1, c'est 3 copies de la donnée sur 2 supports différents et dont une qui est hors ligne. Toujours sur la sauvegarde, sur la partie anticiper et réagir, donc là, on est plus sur la restauration. Donc là, c'est pareil, il faut définir des stratégies de restauration. Comment je restaure? Dans quel ordre je restaure? Parce que bien souvent, c'est pareil, on voit des entités qui ont bien les sauvegardes, mais qui ne savent pas dans quel ordre restaurer et du coup, la donnée, des fois, n'est pas intègre au sein d'un écosystème d'applications. Un autre point, c'est aussi le test de restauration. On peut avoir des incidents destructeurs. On se dit qu'on a des sauvegardes, mais on n'a jamais testé de la restauration. Et au moment où on a besoin, on se rend compte qu'il y a toujours une coquille ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, on vous engage vraiment à faire ce point-là. Bien penser aussi à inclure tout ce qui est médias d'installation et configuration d'applications métiers dans la partie sauvegarde. Ça, on le voit aussi typiquement sur des logiciels, des applications métiers où les sources ne sont pas forcément sauvegardées ou sont inclus, enfin sont mis dans des serveurs de fichiers. Mais si les serveurs de fichiers sont chiffrés, on perd toute cette installation-là. Et je termine sur le dernier point, c'est sur la procédure d'isolation d'urgence du système d'information, parce que dès les premiers instants d'un incident de type rançongiciel, on veut pouvoir faire ces actions-là. Encore faut-il que cette procédure-là soit préparée et testée pour pouvoir le mettre en œuvre assez rapidement. Donc, on a parlé de sauvegarde et on va parler de logs. Donc, nous, on va vous parler des logs. Pourquoi? Parce que régulièrement, dans les incidents, des fois, on n'a pas les logs. Des fois, ils sont insuffisants et on se dit qu'au moins, pour la partie Windows, c'est pas le plus difficile à mettre en place. C'est-à-dire que créer un Windows Event Collector, donc un serveur central qui collecte les logs et dire à toutes les machines qui sont sur le domaine ou interconnectées assez facilement à ce serveur d'avoir une GPO pour l'envoi des logs vers ce serveur. C'est faisable. De plus, il fera de la rétention et puis on pourra avoir tous les logs au même endroit.
Ça permettra de l'avoir aussi à un autre endroit. Si l'attaquant en local supprime les logs ou les chiffres, on pourra les avoir sur ce serveur central. Donc pour nous, en cas d'investigation, c'est plutôt pratique. Et puis, ça vous permettra de faire de la corrélation sur les logs. J'en parlerai juste après. Il faut aussi, idéalement, voire presque obligatoirement, avoir une journalisation sur les équipements périmétriques, firewall, proxy, routeur. Si vous avez un film de sauvegarde, bon, c'est pas vraiment un équipement périmétrique, mais principalement le pare-feu, par exemple, là où vous avez toutes vos sessions VPN montées, on pourrait se penser qu'une session VPN qui se connecte d'un pays étranger à 3 heures du matin sur le compte d'une secrétaire, bah, c'est pas normal. Et donc là-dessus, bah, on pourrait détecter des choses sur les logs. Et donc ça, c'est préventif, c'est avant. Et des fois, en investigation, bah, ça nous sert à remonter bah, la chaîne de compromission et trouver, bah, par exemple, quel est le compte VPN qui a été compromis. Souvent aussi, un problème qu'on rencontre, c'est qu'on a des dates de journalisation courtes. On nous dit bah, on a les logs sur 6 jours, et puis on se rend compte au fur et à mesure de l'investigation que bah, la route cause, elle était peut-être à 4 mois. Et donc, bah, dans ce cas-là, quand on a les logs, bah, on va avoir une hypothèse et on ne pourra pas la valider. Effectivement, les logs, ça prend de la place. Plus vous avez un établissement gros avec plus de machines, plus ça va vous prendre de stockage. Mais disons qu'à 6 mois de log, de rétention de log, on commence à avoir une traçabilité sur les actions de l'attaquant le plus souvent. Donc, centraliser les logs autour de ce serveur. Donc, vous pouvez avoir un puits de log avec un Windows Event Collector. Vous pouvez avoir un SIEM, par exemple, aussi, qui sert à centraliser les logs. Il y a plein de possibilités. Sur l'analyse des logs, donc, vous avez des produits comme l'antivirus, l'EDR, qui peuvent faire de l'analyse de logs avec une console centrale. Cette console, il faut la regarder. C'est-à-dire que des fois, on nous dit on a des logs où on se rend compte que dans une compromission, ça avait sonné rouge depuis quelques jours et qu'au final, bah, rien n'avait été vu parce que bah, on n'avait pas regardé les écrans ou bah, les outils n'avaient pas été mis en mode bloquant. Avoir des logs à froid, parce qu'on peut se dire aussi que si on stocke tout sur le Windows Event Collector central et que celui-ci est compromis, bah, l'attaquant il peut aller supprimer les logs. Donc idéalement, au bout d'un moment, d'un certain temps, disons peut-être toutes les semaines, on pourrait les stocker à froid sur un serveur de sauvegarde autre. Et aussi, bah, en fonction des alertes qui vous seront remontées, si vous faites de l'analyse de log et de la corrélation sur ceci, il faut avoir des actions prédéfinies en fonction de ce qui remonte dans les logs. Une critique sur, je ne sais pas, l'utilisation de Mimikatz sur votre système. Le fait que votre médecin utilise Mimikatz, il y a peu de chances que ça arrive dans la vraie vie, à moins vraiment qu'il ait des particularités avec le pentest. Donc, il faut avoir une réponse, donc isolation du poste et toutes les actions à faire. Et donc, il y a un guide détaillé de l'ANSSI sur comment centraliser ces logs et en savoir un peu plus. À savoir que souvent, vous avez donc des liens, inline liens dans le support qu'on vous partagera. Et donc, ça peut vous donner des idées sur comment faire. On a mis de la doc qui sont gouvernementales ou même de sites qu'on a trouvés utiles pour vous aider dans vos recherches, si vous voulez mettre en application les conseils qu'on vous propose. Et donc, on a parlé un peu de se préparer à l'attaque, mais surtout comment l'empêcher. Donc, l'empêcher techniquement. Donc, on va vouloir empêcher un attaquant externe au SI de rentrer. Donc, comment il rentre dans la santé? En majeure partie, ils exploitent des failles des fois, enfin des vulnérabilités. On en a vu plein avec les accès de VPN. On a eu l'année dernière du Zixel, on a eu du Ivanti, on a eu du Fortinet qui ont été vulnérables et qui ont été exploités plus ou moins massivement par les attaquants. Donc ça a fait des points d'entrée, mais c'est pas celui qu'on voit le plus. Ce qu'on voit le plus, c'est de la perte de compte, donc que ce soit par phishing, ça c'est ce qu'on voyait plutôt avant. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de points d'entrée par info-stealing, donc des utilisateurs qui téléchargent des logiciels, des fois qui veulent télécharger des cracks, des films, n'importe quoi, on s'en fiche, et qui sont info-stylés leur poste. On se dit, il y a un antivirus sur mon poste, ça n'arrivera pas, sauf que des fois, les utilisateurs synchro leur qui passe ou autre sur leur poste perso. Et donc, vous vous retrouvez avec les identifiants liés à votre entreprise dans la nature. Donc, face à ça, on reviendra dessus tout à l'heure, mais il y a une bonne contre-mesure face à la perte de contrôle sur les identifiants. Et donc, comment faire pour empêcher la surface, comment faire pour empêcher l'intrusion de l'attaquant, c'est déjà de connaître sa surface exposée. Des fois, on se rend compte que on ne savait pas que tel serveur legacy était exposé sur Internet et vulnérable à peu près toutes les vulnérabilités possibles. Donc, autant que possible, il faut avoir une surface d'exposition la plus petite possible. Donc, idéalement, un point d'entrée VPN et puis quelques applicatifs tout au maximum, mais pas mettre tout en front Internet et puis éviter au maximum possible tous les protocoles de contrôle à distance parce que ça, c'est une alarme pour les attaquants. Ils disent « Ouh là là, j'ai envie d'aller voir par ici ».
Par rapport à la mise à jour des assets exposés, justement, on va mettre à jour prioritairement les équipements qui sont exposés sur Internet et qui ont des vulnérabilités critiques. Pour info, une vulnérabilité critique, quand c'est pas d'une 0D, en général, dans les 24-48 heures, si le POC est disponible, elle commence à être exploité par les attaquants. On peut en parler sur Ivanti, on peut en parler sur des Forti l'an dernier. Ça a été très vite exploité par des attaquants qui ont fait des campagnes de compromission massives de points d'entrée exposés sur Internet. Et pour faire la veille sur les vulnérabilités, donc là, je vous ai mis un lien vers notre page sur les CVE liés au domaine de la santé, mais vous avez la possibilité de récupérer plein de feeds de CVE et donc de vous tenir à jour le plus possible des vulnérabilités critiques qui impactent les produits. Il y a aussi le CISA Kev, donc Kev pour Known Exploited Vulnerability, qui dit, voilà, depuis X temps, telle vulnérabilité est exploitée massivement et c'est dangereux. Et justement, je vous disais, on fait souvent de la perte de contrôle. On a souvent de la perte de contrôle sur les identifiants des utilisateurs. Donc, un identifiant, un mot de passe, ce n'est pas suffisant. On peut rajouter plein de choses, mais le 2FA sera votre meilleur ami et on va en parler très bientôt. Parlons maintenant de robustesse des identifiants. Donc, on a un guide de l'ANSSI qui est très, très utile et très complet. Je dirais faire extrêmement souvent dans les compromissions pour faire passer les mesures dans les établissements parce que effectivement, monter au niveau de l'AD le niveau de sécurité, c'est pas bien dur pour les administrateurs. Hein. Cliquer sur 10 à la place de 8 pour la complexité du mot de passe, c'est pas compliqué, mais le faire passer auprès des directions, auprès des praticiens et des métiers, c'est plus compliqué. Il y a aussi le point, le guide vous explique un peu pourquoi c'est important et ça peut être des éléments que vous réutilisez. Aussi, vous pouvez vous tenir au courant des fuites d'identifiants concernant l'établissement avec des outils comme Vibe Inpound, même si maintenant la version est devenue payante, mais c'est plutôt utile. Il y a LeakCheck, il y a Mozilla Monitor. Mozilla Monitor, c'est plus pour les identifiants personnels. Ça peut être une démarche à proposer un peu tous vos utilisateurs. Et puis après, on a une mesure auquel on pensait et on n'est pas sûr qu'elle soit tout à fait applicable, mais ça peut être une idée, c'est qu'on est au courant qu'il y a plein de ligues de plein d'établissements différents dans la nature aujourd'hui. Si on venait à être ciblé pendant les JOP, eh bien, ça pourrait être intéressant de faire tourner ces identifiants avant. Donc, ça peut créer de forts impacts au niveau du support, d'expirer les mots de passe, mais ça peut se faire par groupe, il peut y avoir une stratégie. Donc, voilà, on vous pousse l'idée en tant que RSSI, DSI, pour vous. Et puis, si vous pouvez le mettre en place, de changer les identifiants, enfin les mots de passe peu de temps avant les JO, ça pourrait vous éviter quelques déconvenus. Au cas où vous n'ayez pas de 2FA, principalement. Et donc, aussi, il faut que vous ayez une procédure de réinitialisation massive de mots de passe par rapport aux mots de passe. Parce qu'il s'avère que souvent, c'est difficile en cas de compromission de vous dire on va reset tout l'AD, ou du moins le support se retrouve des fois DOS par le nombre de demandes. Donc il y a un déni de service sur le support, et donc avoir une procédure un peu écrite sur ça et savoir comment techniquement le faire, c'est pas mal. Et puis aussi pour que vos mots de passe soient uniques, parce qu'il y a aussi beaucoup de réutilisation de mots de passe pour vous et pour vos métiers, il faudrait idéalement utiliser un gestionnaire de mots de passe. Là, je prends mon exemple, mais moi je connais 3 mots de passe pour l'entreprise, c'est-à-dire que j'en ai peut-être une centaine, j'en ai 147 pour mon métier. Mais je connais celui de ma session utilisateur, celui de ma session admin et celui de mon mot de passe maître du gestionnaire de mot de passe. Et après, j'ai un mot de passe différent par service. Dans le lab, je connais aucun de mes mots de passe, typiquement, et c'est très utile. Parce que si on prend mon mot de passe, je ne sais pas, du time sketch, on ne peut pas du tout le réutiliser sur le LK. Parce qu'il n'y a qu'une chance que ce soit le même. Et donc, c'est très utile d'avoir un gestionnaire de mot de passe. Ça ne vous protège pas tout, hein, les infostealers, tout ça, ça peut passer à travers. Dans des cas très précis, même si en tant qu'user normal, c'est pas censé se faire. Voilà, donc on passe aussi sur qu'est-ce qu'un bon mot de passe. Donc je vous ai mis 2 mots de passe avec la même entropie, et donc il y en a un où c'est un mot avec juste du remplacement de caractère, et on voit que c'est à peu près 1 heure pour le retrouver dans des rainbow tables ou le précalculer. J'ai vérifié à la maison les temps. Et donc, ça fonctionne à peu près. Pour le deuxième, je n'ai pas réussi à le trouver. Dans l'idéal, ce n'était pas des mots de passe simples à retenir, mais pour dire que faire le pattern, un mot avec du remplacement, une année et un point d'exclamation à la fin, ce qui est le mot de passe de 80% des gens, genre Florent 1, 2, 3, point d'exclamation, ce n'est pas un beau mot de passe. C'est pas suffisant.
Prachia, c'est peut-être un peu plus dur. Mais dans l'idée, voilà, il faut avoir un mot de passe le plus long possible. Et si vous vous dites que faire de la complexité, c'est compliqué, justement, parce que c'est complexe, bah, faites des mots de passe longs, faites des phrases et faites des fautes d'orthographe dans les phrases. Parce que effectivement, les attaquants ont bien compris qu'on utilisait des phrases et qu'on faisait du remplacement de caractères. Dans tous les cas, voilà, c'est un petit exemple que vous pouvez donner aux gens. Mais effectivement, choisir un bon mot de passe, c'est surtout choisir un mot de passe long avec des mots pas très prédictibles. Hop, ça ne veut pas. Hop. Et donc, comme je vous disais, le MFA est une bonne pratique. À toi, Florent. C'est ça. Alors, si on fait une analogie avec le monde physique et qu'on veut rentrer dans un bâtiment où il y a une porte, donc soit la porte, on a la clé, on rentre facilement, et soit on n'a pas la clé, ben, on est obligé de forcer la porte. Et ben, c'est pareil dans le monde virtuel, dans le monde numérique. Soit on a le mot de passe et on rentre facilement, sans éveiller d'alerte, soit on n'a pas le mot de passe et on est obligé d'exploiter une vulnérabilité pour rentrer. Et avoir le mot de passe, c'est pas si compliqué parce qu'il y a plein de moyens, plus ou moins intrusifs. Par exemple, il y a le leak. Le leak, il suffit d'aller sur Dark Web, je paye avec ma carte bleue, j'ai le mot de passe, puis je rentre chez vous, et j'ai même pas eu besoin d'être rentré chez vous au préalable. Ou alors, s'il y a la compromission d'un site web tiers, bah, tiens, qui a leaké sur Internet, bah, il y a de grandes chances que le mot de passe soit le même dans la sphère privée et professionnelle. Du coup, à partir d'un leak d'un site tiers, je peux rentrer encore chez vous. Ou alors, simplement, je peux essayer de deviner au bout de forcer le mot de passe, avec des mots ciblés comme docteur, labo, CHU, quelques chiffres en mode d'exclamation. Je peux essayer de brute forcer et finalement finir par rentrer. Ça, c'est le moins intrusif. Après, on peut essayer de rentrer, envoyer un mail, par exemple, pour essayer de faire cliquer sur un info-stealer ou avoir le mot de passe, soit un phishing en masse. Bon, éventuellement, enfin, un phishing en masse, même s'il est détectable, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui vont cliquer dessus. Il ne faut pas se leurrer. Ou ce qui est beaucoup plus dur, c'est un spear phishing. Un spear phishing, c'est un phishing ciblé. Par exemple, je suis allé sur LinkedIn tout à l'heure, j'ai regardé offre d'emploi CHU Grenoble et je trouvais une offre d'emploi pour un technicien de laboratoire. Donc, du coup, bah, j'envoie un mail avec une pièce jointe CV technicien de laboratoire au CHU de Grenoble et c'est à coup sûr, à 100% des cas, il va cliquer dessus. Donc là, c'est assez efficace. Et un info stealer, pour info, ça va voler tout ce qu'il peut trouver sur le poste. Donc, il va essayer de regarder sur tout le poste s'il y a un fichier avec marqué password dedans. Il va essayer de voler les mots de passe des navigateurs, voler les cookies de session, etc. Donc, en gros, il y a plein de moyens d'avoir la clé. Et la question, c'est est-ce qu'on peut, si l'attaquant a la clé, s'il a le mot de passe, est-ce qu'on peut l'empêcher de rentrer? Et là, ce qui va nous sauver, ce sera le MFA. Alors, juste avant de parler de MFA, où est-ce qu'on met du MFA? Alors, il y a au moins deux entrées, soit devant l'entrée du système d'information, pour rentrer chez vous, devant un VPN, un accès distant VDI, un site etc. Mais des fois, il n'y a même pas besoin de rentrer. Si pour vous, ce qui est critique, c'est une application web, bah, je n'ai même pas besoin de rentrer, je vais sur l'application web. Des messageries, des partages de fichiers. Je dis un truc au hasard, une application qui héberge des données de santé de millions de Français. Bon, bah, le mot de passe, ça suffit pour tout voler sans être rentré sur le système. Donc voilà, sur tout ce qui est critique, hein, le MFA est pour moi nécessaire. Allez, la suite. Alors, le MFA, comment? Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, avec un token physique par rapport avec une clé FIDO, c'est une clé avec un certificat. Aussi avec un ETP. Un ETP, ça va générer un mot de passe aléatoire toutes les minutes ou un laps de temps. On peut avoir soit un dongle physique avec un mot de passe qui s'affiche sur la petite clé, soit sur une application comme FreeOTP. On a aussi des applications, celles que vous connaissez sûrement, Microsoft Authenticator, qui va donner un mot de passe et on rentrera le mot de passe sur l'application web. Il y a aussi, ce qui est possible, un appel téléphonique ou un SMS. C'est-à-dire que voulez-vous mettre le mot de passe, l'application vous envoie un SMS avec un code, ou alors carrément vous appelle sur le téléphone fixe, vous appuyez sur dièse et vous rentrez. Par exemple, Microsoft fait ça sur Azure avec Voice Call, je crois. Et je ne parle pas de la cinquième, je ne pourrais même pas l'évoquer. Ensuite, la difficulté pour le MFA. Je vois au moins deux difficultés dans les traitements d'incidents qu'on traite. Déjà, la logistique pour les supports physiques. C'est-à-dire qu'une clé FIDO ou une clé OTP, donc tout ce qui est physique, ça demande de gérer le circuit départ des agents, le circuit d'arrivée, les vols, les pertes, etc. La petite difficulté ici. Et aussi pour certains, la difficulté entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Notamment, imaginons que l'hôpital ou la clinique où vous êtes n'a pas l'argent pour acheter des dongles physiques ou acheter des portables professionnels pour tout le monde. Bon, bah, éventuellement, il peut dire installez une application sur votre téléphone perso et ça va vous générer un code et comme ça, vous pourrez rentrer. Hein. Alors, sachant, alors ça peut être ça c'est la difficulté, ça peut être perçu comme intrusif, mais
c'est pas toujours intrusif. Par exemple, une application OTP, ça génère un code automatiquement, aléatoirement toutes les minutes, et il n'y a aucune interaction avec votre téléphone. Ou alors recevoir un SMS ou un appel non plus. Et sachant que là, on parle vraiment des JO, où vous êtes vraiment peut-être le risque est plus haut. Et on se dit, pourquoi pas, même si vous ne voulez pas faire ça avec mettre une application sur un téléphone privé, on peut dire, pourquoi pas, pendant 3 mois où le risque est haut, on fait ça de manière dérogatoire. Et après les JO passés, peut-être on revient à quelque chose de plus standard. Mais sachant que le risque peut être très élevé pendant les JO, j'ai regardé les dernières actualités récemment, pourquoi pas faire quelque chose de dérogatoire pendant 3 mois. Et il y a aussi des grands avantages. Le premier avantage, ça protège l'entreprise avec tout ce que le compte peut faire qui a été usurpé. Il peut accéder à des données confidentielles, il peut même les changer, donc changer l'intégrité, il peut même les supprimer. Voilà, donc imaginez tout ce que peut faire un attaquant qui rentre sur le système avec un compte, ça va permettre de protéger ces accès-là. Ça permet aussi de protéger l'équipe de sécurité. Au lieu de se focaliser sur des incidents faciles à enlever, elle peut se focaliser sur des choses plus importantes et des actions de durcissement. Et aussi, ça protège l'utilisateur. Parce que toutes les actions qui ont été faites en son nom. C'est son mot de passe. Donc, s'il est convoqué dans le bureau du directeur en disant « Monsieur, vous avez fait telle action, prouvez-moi que ce n'est pas vous », au moins, ça l'aide. Donc, ça protège l'utilisateur. Également, ça le protège de la recherche du coupable. Parce que quand il y a un incident et les urgences sont fermées, et on a évacué des bébés par hélicoptère, et le coupable, entre guillemets, le compte qui a servi à ça, se retrouve dans tous les rapports d'incident lus par hiérarchie, ça évite à l'utilisateur d'être la recherche du coupable, la réponse à la question qui a fait ça, qui a fait ça. Donc, ça protège aussi l'utilisateur et je pense qu'il peut entendre cet argument. Et donc, effectivement, vous l'avez compris, on va vous dire que mettre du 2FA avec une authentification forte sur tous les accès VPN, c'est le grand minimum, et même pour tous les accès télémaintenance. Si vous avez la télémaintenance par un autre que votre point d'accès VPN, on peut parler des fois d'outils autres, mais nous, on préfère ne pas dire leur nom parce que c'est pas toujours idéal. Donc, bien sûr, s'il y a ce genre d'outils, maintenant le télétravail est tellement démocratisé qu'il y en a partout, il faut absolument qu'il y ait du 2FA. Parce que c'est ce qui, une grande majorité des compromissions qu'on croise aujourd'hui, en fait, n'existerait pas s'il y avait du 2FA, en fait. Et donc, on pensait aussi à d'autres actions de hardening pour tout ce qui va être la télémaintenance avec vos prestataires ayant des droits privilégiés sur votre système, privilégier l'ouverture à la demande. C'est des fois un peu contraignant pour votre équipe, mais au moins ça vous permet de vous assurer que c'est bien votre prestataire qui essaye de se connecter. Et si votre supply chain se fait, votre prestataire se fait lui-même compromettre, vous ne serez pas dans la liste des victimes collatérales parce que vous aurez par défaut le lien fermé avec lui et vous le verrez que pendant X temps après la demande. C'est plutôt une bonne pratique et ça a déjà sauvé quelques établissements qui se reconnaîtront peut-être ici. En termes de réseau, souvent on a de la segmentation par un groupe d'utilisateurs à faire. C'est-à-dire que si, prenons le cas où vous fassiez une authentification AD ou locale, et vous avez un groupe secrétaire, vous avez un groupe médecin, et ils ont accès que aux ressources réseau qu'ils ont besoin en fonction du besoin métier. Un peu comme on le fait en local avec les VLAN, mais un peu de la même façon avec les ressources qui sont derrière le VPN. Et donc, pour le contrôle d'accès, il faut donc vérifier qu'on a un utilisateur légitime, donc identifiant un mot de passe correct, plus de FA, qui se connecte, on prend un cas idéal, dans les horaires prévus, donc qu'il ne se connecte pas à 3 heures du matin. Soyons honnêtes, souvent il y a des connexions en pleine nuit dans beaucoup de compromissions qui auraient pu être détectées parce que la personne en fait n'est jamais à l'établissement à cette heure-là. Quand il se connecte depuis le compte A, il n'a que les ressources associées au compte A. Quand il se connecte au compte B, il n'a que les ressources au compte B. On ne fait pas ça au compte-goutte parce qu'on se rend compte qu'on a quand même des groupes d'utilisateurs. Et donc, on peut au moins les mettre dans les groupes segmentés. C'est-à-dire que depuis l'accès VPN, la secrétaire a très peu de chances d'avoir besoin de se connecter en RDP directement sur le contrôleur de domaine, quoi. Donc, rien que ça, il y a des fois où on voit que c'est possible et c'est quand même dommage. La segmentation au réseau permet d'endiguer ça. Je le disais tout à l'heure, mais authentification forte, et comme vient de le préciser Florent, je pense que non, c'est très clair, et ça l'était déjà avant, de pourquoi il faut faire ça. Un blocage GeoIP, si vous pouvez le mettre en place, si 100% de vos utilisateurs légitimes du VPN doivent se connecter depuis la France, faites-les se connecter depuis la France. Et pour vos prestataires, si le prestataire se connecte depuis toujours la même IP, ce qui est idéal, c'est ce qu'il faut essayer de leur imposer,
filtrer sur leur IP. Le compte du prestataire A ne peut se connecter que depuis la machine rebond du prestataire A, depuis son site local ou depuis son VPN. Donc voilà, donc j'ai mis deux petits exemples. Donc on peut faire par exemple le groupe secrétaire, ce serait du jeu IPFR avec des horaires, elles peuvent se connecter de 7h à 19h et puis pas autre, avec bien sûr les restrictions ressources. Mais ça, pour moi, l'exemple 1, c'est un minimum. Après, tout ce qui peut être ajouté, il y a idéal, mais ça, ce serait vraiment le minimum à mettre en place. MFA plus un petit peu de conditions en plus. Et puis pour les télémaintenants, il faut être un petit peu plus strict parce qu'ils ont souvent le plus de droits. Donc vous pouvez par exemple bloquer sur l'IP de l'éditeur, fermer par défaut, et il a accès que aux équipements qu'il maintient dans le cadre de son contrat. Et eux, encore plus que les autres, mettaient du 2FA. Mais dans tous les cas, du 2FA partout, c'est souhaitable. Tant pour vous que pour nous. Pour vous, vous n'avez pas d'incident, et pour nous, on n'a pas d'incident à gérer avec vous. Surface d'exposition, à toi, Thomas. Yes. La surface d'exposition, donc qu'est-ce que c'est la surface d'exposition? On l'appelle aussi la surface d'attaque exposée. Hein, ce sont des mots très à la mode, tout ce qui est ASM, ASD notamment. L'idée, c'est quoi? C'est d'identifier les composants de votre SI, votre système d'information qui sont exposés sur Internet. L'idée étant qu'il y a de plus en plus de moteurs de recherche qui existent, qui scannent Internet en permanence, et donc qui exposent des bases de données, d'informations sur les différents systèmes d'information, notamment les vôtres. Et donc l'idée, c'est d'avoir connaissance de ces informations, savoir ce que vous exposez, dans quelle mesure, etc. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont des points d'entrée, ça expose des points d'entrée qui peuvent être utilisés par des attaquants. On l'a vu beaucoup ces derniers temps. Ça peut être par exemple des mires de connexion VPN SSL. On a vu pas mal de vulnérabilités ces derniers mois concernant ce genre d'équipement qui expose donc votre SI indirectement à une compromission. C'est aussi identifier tout ce qui peut être caché, tout ce que vous ne connaissez pas encore de votre système d'information et qui pourrait être exposé. À savoir, il arrive parfois que des administrateurs, des utilisateurs exposent des services, exposent des machines qui sont connectées à votre SI, ou pas d'ailleurs. Ça pourrait très bien être un CMS qui peut être hébergé sur un autre, chez un hébergeur lambda, mais qui pourrait héberger de l'information un peu sensible, voire parfois des données santé. Et ça, vous pouvez aussi vous en rendre compte sur la recherche en utilisant ces moteurs de recherche, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment lorsque vous recherchez de l'information sur les domaines que vous gérez. C'est aussi pouvoir remettre la main et remettre de l'information sur des composants que vous avez pu oublier aussi au cours du temps. Il y a beaucoup de systèmes d'information qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, clairement. Et au fur et à mesure du passage des administrateurs, des administrateurs réseau, système, etc., il peut très bien y avoir des composants qui sont toujours exposés, qui sont peut-être plus utilisés et qui ne sont plus maintenus souvent, et qui serait de bon ton de parfois de déconnecter, quoi, clairement. Donc ça, ce sont des informations qui peuvent être aussi intéressantes à récupérer en observant sa surface d'exposition. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser sa surface d'exposition? Une première chose qu'on peut conseiller, c'est de faire des scans, hein, des scans réguliers et exhaustifs surtout, de ce qu'on peut exposer, de ce qu'on a, des adresses IP notamment qui nous sont attribuées et qui exposent notre système d'information. Donc, l'idée, c'est vous avez des outils comme Nmap, etc., qui vous permettent de faire du scan de port et de service pour regarder un petit peu ce que vous exposez sur votre SI et derrière les adresses IP qui vous sont attribuées. Vous pouvez aussi utiliser des portails, hein. Il y a plusieurs portails publics, américains, français, de toutes sortes, qui référencent aussi toute cette surface d'exposition, sachant que tous ces portails ne scannent pas tous les ports non plus de 1 à 65 535.
TCP/UDP. Donc, vous n'aurez peut-être pas toute l'information, pas autant d'informations en tout cas que si vous pratiquez vos propres scans, mais ce sont tout de même des informations qui sont intéressantes et qui sont utilisées aussi par potentiellement des attaquants, puisque plus besoin maintenant de pratiquer le scan de port et d'exposer une partie de son infrastructure. Il y a beaucoup d'informations qui sont accessibles publiquement et qui peuvent être utilisées par des attaquants pour s'introduire sur votre SI. Enfin, maintenant, il y a énormément de services commerciaux qui sont proposés. Regardez ASM, ASD, demandez à vos prestataires. Il y a de fortes chances qu'ils proposent maintenant des services d'ASM, ASD. Une limitation cependant là-dessus, c'est que tout ça ne se substitue pas à un audit test de sécurité. Là, ce qu'on peut récupérer comme information, ce sont les ports ouverts et les services exposés. Éventuellement, ce que vous pouvez aussi récupérer comme information, c'est si le service exposé est vulnérable à telle ou telle vulnérabilité, à tel ou tel CVE. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de plus de tests applicatifs qui sont réalisés. Donc ça ne se substitue pas du tout à un audit test de sécurité. À ce propos, si vous voulez en savoir un petit peu plus, nous avons développé ça un petit peu plus longuement avec le CERT Santé il y a quelques mois. Là, je vous ai mis le lien du webinaire sur le sujet. Maintenant, sur la messagerie électronique. Je voulais revenir un petit peu, je vois à la fin là, le recourir à Silène. Alors Silène, c'est un service de l'ANSSI qui permet justement d'avoir une vision de ce qu'on expose sur Internet. Donc, c'est un service, si vous avez le droit, si vous êtes inscrit au club RSSI, vous pouvez avoir accès à Silène pour récupérer de l'information sur votre surface d'exposition. J'enchaîne sur la sécurisation de la messagerie électronique. La messagerie électronique très utilisée aussi comme point d'entrée pour du malveillant. On le voit régulièrement. Il existe énormément maintenant d'outils de sécurisation de messagerie. Donc, ce sont des outils qu'il faut bien évidemment configurer, notamment tout ce qui est scan de pièces jointes, etc. Filtrer tout ce qui n'a rien à faire à transiter par la messagerie. On n'est pas censé recevoir un point .exe non plus dans un email, par exemple, hein, pour les cas les plus tendus. Filtrer aussi tout ce qui est expéditeur. Maintenant, des bases de données de ce qu'on appelle des blocklists, blacklists, sont très bien faites et fournissent de l'information sur tout ce qu'il y a à bloquer, sur les serveurs qui émettent du spam, du phishing, etc. ou éventuellement des boîtes mail qui sont particulièrement utilisées depuis quelques minutes, quelques heures, quelques jours pour envoyer des mails non sollicités ou des tentatives de malveillance. Pareil sur le filtrage, utiliser et configurer surtout et vérifier les configurations de tout ce qui est filtrage anti-spam, filtrage anti-phishing. Il y a énormément d'entreprises aussi maintenant qui pratiquent ce genre de choses et qui fournissent des services assez bien faits là-dessus, qui permettent effectivement de filtrer assez bien ce genre de menaces. Sur les bonnes pratiques, rapidement, empêcher pour tout ce qui est empêcher l'usurpation de votre identité. Donc, il faut activer tout ce qui est DKIM, des marques SPF. Ça, c'est le minimum vital, voire BIMI maintenant. Ne serait-ce que pour déjà pouvoir communiquer, même avec du Gmail, puisque maintenant, il y a énormément de filtrage qui est fait aussi là-dessus. Et donc, ça, ce sont des choses il faut vérifier vos configurations de serveurs de mail. Le deuxième facteur d'authentification, bien sûr, on va le répéter à chaque slide, mais il faut qu'on le répète. C'est très important, notamment pour tout ce qui est accès aux boîtes aux lettres. On voit beaucoup d'attaques qui sont dues à la récupération de mots de passe, login mot de passe au 365 notamment, via du phishing, où les utilisateurs ne sont pas forcément très alertes et vont remplir les champs qui vont bien. Et si vous n'avez pas de deuxième facteur d'authentification, eh bien les attaquants pourront prendre la main sur la boîte aux lettres de l'utilisateur, entre autres choses. Notamment l'utilisateur
sensibiliser les utilisateurs. Ça, c'est une chose aussi très importante, sachant que les filtres qu'on peut mettre à jour, et les outils de filtrage qu'on peut mettre en place fonctionnent relativement bien. Sur certaines campagnes qui vont durer quelques heures, il se peut que le filtrage ne marche pas aussi bien que cela. Donc, il est toujours important aussi d'entraîner l'utilisateur à reconnaître éventuellement des mails qui pourraient être dangereux pour le SI ou pour leurs propres identifiants. Donc ça, je vous encourage à faire ça, c'est faire des entraînements là-dessus. Et puis rappeler les règles d'hygiène de base de l'informatique, de ne pas ouvrir de pièces particulières, particulièrement dangereuses, enfin des choses comme ça, quoi, des choses que vous pourrez voir en sensibilisation. Et puis, en plus de cela, je rajouterais qu'il faut effectivement effectuer certaines vérifications, notamment sur les informations qui vous sont demandées. On voit de grosses vagues actuellement de demandes de modification d'informations, notamment des modifications de RIB ou des demandes de transfert d'argent rapidement, etc. Ça, ce sont des choses qui sont très pratiquées de plus en plus, notamment qui ont plus trait à la fraude et au vol. Mais voilà, un conseil qu'on peut donner là-dessus, c'est notamment revenir vers le demandeur par un autre biais plutôt que le mail, par exemple, lui passer un coup de fil ou un truc comme ça pour vérifier que effectivement c'est bien cette personne qui a fait la demande de modification de RIB ou du genre. Nous faisons au CERT Santé, et si vous y avez le droit, nous pratiquons des audits de messagerie. Donc je vous ai mis le lien aussi. Ce sont des audits qui permettent de tester plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de vulnérabilités potentielles sur l'infrastructure de messagerie. Je vous encourage à vous inscrire pour tester notamment tout ce qui est filtrage de messagerie. Voilà pour moi. Donc, les mesures contre la compromission d'un poste de travail. Alors, je ne sais pas si votre poste de travail peut ressembler à la photo, mais on peut déjà faire des choses. Alors, dans une chaîne d'attaque, quand un attaquant s'introduit sur un système, il va chercher à établir un canal de communication et aussi à déposer ses outils. Alors déjà, pour compromettre le poste en lui-même, mais aussi pour établir sa base arrière, pour se propager ensuite sur le reste du site. Donc, on peut faire quelque chose contre ça. Déjà, le filtrage web. Alors, par principe, un poste ne sort pas directement sur Internet. Il faut qu'il passe par une passerelle web comme un proxy. Alors, c'est sûr que c'est plus facile de faire un filtrage web pour les serveurs que les postes bureautiques. Parce que les serveurs, les seuls flux qui sont autorisés à faire, c'est des flux de mise à jour ou des flux métiers. Mais un serveur ne va pas tout seul sur Google, ne va pas sur YouTube, etc. Donc, un serveur, on peut vraiment limiter son filtrage web. Pour les postes utilisateurs, la poste bureautique, c'est un peu plus compliqué, mais on peut au moins faire un minimum. Donc, on le fait passer déjà par une passerelle et après, on voit ce qu'on peut activer sur la passerelle. Par exemple, on peut activer un moteur de réputation IP et domaine. Ça marche pas mal, beaucoup le font. On peut aussi activer des catégorisations. Par exemple, dans un hôpital, on peut accéder à des sites catégorisés comme santé, catégorisés institutionnels, mais des catégories autres, comme des endroits pour déposer du code, ça, on n'a pas le droit, par exemple. On peut aussi interdire de sortir sur une IP en direct. Tout le monde source toujours avec un nom, www.fnac.com. On ne va jamais taper l'IP de la Fnac, 15.202.103.6. Ça, on ne le fait jamais. Donc, on peut déjà bloquer ça. On peut aussi bloquer des fichiers téléchargés. On n'a pas le droit de télécharger des points .exe, des points PowerShell, etc. Voilà, on peut faire ça. Deuxième chose à faire, c'est l'antivirus et l'EDR en mode bloquant. Ainsi, vous avez une attaque et l'EDR a tout détecté, mais seulement en mode 10, il n'a rien bloqué. Bon, déjà, là c'est perdu. Et il faut aussi le déployer sur tout le parc sans exception. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une attaque il n'y a pas si longtemps. L'attaquant avait compromis un serveur. Donc, il avait accès au serveur, donc avec un canal de communication. Il essayait de déposer ses outils, mais il n'arrivait pas, parce que l'antivirus, il supprimait tous les outils que déposait l'attaquant. Donc, ce qu'a fait l'attaquant, il s'est latéralisé sur un poste Windows 7, où il n'y avait pas d'antivirus. Et après, il a pu mettre tous ses outils, faire une base arrière et aller compromettre la suite du SI. Donc, du coup, on insiste sur tout le parc
et sans exception. Et aussi, les alertes sont supervisées minimum une fois par jour. Je reprends le même exemple de tout à l'heure. L'antivirus qui avait supprimé les outils avait sonné plein d'alertes, et après, l'attaquant s'était latéralisé sur un Windows 7. Donc, on voit bien que finalement, il a réussi son attaque. Mais si les alertes avaient été supervisées, bon, bah, quelqu'un aurait vu qu'il y avait quelque chose de bizarre sur un serveur. Peut-être il aurait pu arrêter l'attaquant avant qu'il se cherche à se latéraliser et à trouver un poste Windows 7. Vas-y, la suite. Donc, encore deux autres choses. Déjà, le durcissement système. Parce que pour plusieurs actions, l'attaquant aura besoin de privilèges administrateurs du poste. Par exemple, il peut faire de l'évasion en antivirus, pour voler les secrets en mémoire, etc. Et donc, on peut essayer de l'entraver et de l'amener à se faire détecter. Donc, pour ça, quelques actions. Déjà, l'utilisateur ne doit pas être administrateur local de son poste de travail. Sinon, c'est trop tard. Donc, l'utilisateur, il a juste un droit normal d'utilisateur, mais il n'est pas administrateur de son poste. Aussi, il faut mettre à jour, ça c'est vraiment la chose numéro 1. Ensuite, il faut bien sûr mettre à jour le système, donc passer de Windows 7 à Windows 10 à Windows 11, etc. Donc, il faut veiller à ce que le système d'exploitation soit à jour. Et si vraiment on peut, autant que faire se peut, on met à jour les applications, Outlook, le navigateur web, etc. Parce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps une vulnérabilité sur Outlook. Tout ce qui est lié à Internet. Outlook reçoit les mails, le navigateur web va sur Internet. Donc, au moins mettre à jour toutes ces applis-là qui sont susceptibles de communiquer avec Internet. Et enfin, faire auditer son poste de travail. Donc, si vous n'avez pas le temps avant les JO, tant pis. En tout cas, si vous avez la bonne patience pour le faire, faites auditer le poste de travail pour patcher les vulnérabilités qui permettent à un attaquant de faire une élévation de privilège. Et enfin, le pare-feu local. Donc là, c'est un peu différent. C'est que l'attaquant est déjà sur le SI. Il va essayer de se latéraliser sur un poste de travail. Alors, un poste de travail, normalement, son pare-feu, il est fermé. Il est fermé quasiment à 100%, car tous les flux sont en sortie. Les flux Kerberos, c'est sortant. Les flux web, c'est sortant. DHCP, DNS, enfin, tous les flux sont en sortant. Donc, normalement, sur un poste de travail, le pare-feu, il doit tout bloquer en entrée. Moi, je connais que deux exceptions. C'est par exemple les flux TV. Bah, je ne sais pas si dans votre structure, les utilisateurs veulent avoir la télé sur le poste de travail. Bon, bah, on peut ouvrir un flux TV ou alors un flux de dépannage utilisateur. Je ne sais pas comment vous faites le dépannage de vos postes, RDP ou autre, mais bon, éventuellement, un flux de dépannage utilisateur, ça peut laisser un port ouvert. Mais en tout cas, pour ces flux-là qui sont ouverts, la source du flux, elle est identifiée. Un flux TV, bon, bah, le flux TV, il vient que d'une IP particulière. Donc, on whitelist cette IP et on ferme tout le reste. Pareil pour le dépannage utilisateur, il y a seulement quelques postes de helpdesk qui peuvent accéder à vos postes. Donc, vous laissez le port ouvert, mais seulement à partir des IP sources autorisées. Donc, en dehors de ces IP sources-là autorisées, normalement, si moi je suis sur le SI, enfin je branche mon poste sur votre SI, je scanne tous les ports, je ne devrais voir aucun port ouvert sur les postes utilisateurs. Et je l'ai fait quelque part. Moi, avant, j'étais admin, enfin, sécu opérationnel, j'ai pris le pare-feu, j'ai tout fermé, et ça marchait très bien. Donc, voilà pour ma partie. Yes, merci beaucoup. Et donc, ça me fait penser à un point, donc, et aussi, ayez une matrice de flux le plus à jour possible liée à ces flux-là, que ce soit sur le poste de travail ou sur les serveurs. À chaque fois que vous avez besoin d'ouvrir quelque chose dans le firewall de type permanent, renseignez-le dans une matrice de flux. En cas de confinement du système, ça nous permet de faire au plus juste et donc de ne pas créer de surimpact. Et on va parler donc de mesures pour éviter la latéralisation du domaine. Donc là, je fais un tour très rapide avec des mesures le plus simple possible, mais disons qu'il y en a une myriade, et donc justement, on va être succinct là-dessus. Donc à minima, on vous propose et on vous suggère même de faire de la ségrégation réseau. Donc comme on le disait par le VPN, c'est d'avoir des VLAN et des VLAN bien définis. Même si vous ne faites pas de tiering au niveau système, vous pouvez faire mettre les assets critiques dans des VLAN précis et puis dire tel VLAN, discuter avec tel VLAN. Aussi, avoir des VLAN et qui puissent, des virtual LAN et qui puissent discuter tous entre eux, on le voit un peu trop souvent. Donc, effectivement, il y a des virtual LAN, mais vu qu'ils peuvent tous discuter entre eux, c'est quand même pas idéal. Donc, il faut justement avoir cette matrice de flux et essayer de l'implémenter. La machine A doit discuter avec la machine B, donc on le permet. Le VLAN 1 doit pouvoir discuter avec le VLAN 2, donc on le permet. Et essayer de restreindre ça le plus possible, au moins entre les VLAN si on ne le fait pas
on ne le fait pas point à point. Donc, essayer de faire une ségrégation réseau. Et donc, on a aussi donc, des mesures Active Directory. Je vous ai mis la doc sur l'Active Directory de l'ANSSI qui est très complète et vraiment de qualité. Moi, j'ai pris le temps de la lire. J'ai appris plein de choses super intéressantes. Donc, vraiment, cette documentation peut être un très bon point de repère pour les gens plutôt techniques. Au niveau Active Directory, bon, l'apps, vous pouvez le mettre, donc c'est au niveau de l'AD, mais c'est pour gérer l'authentification de l'administrateur local. Donc, idéalement, la mise en place de l'apps, c'est plutôt assez simple. Ça fait que vous avez des mots de passe administrateur local différents pour chaque machine. Et ça permet de ne pas avoir un mot de passe admin local identique pour tout le parc. Malheureusement, ça aussi, on le voit trop souvent, et quand l'attaquant arrive à le trouver sur une machine, il le trouve pour toutes les machines, et des fois même pour l'administration locale de serveurs critiques. Donc voilà, mise en place de l'apps fortement encouragée. Aussi, dans beaucoup de compromissions, on voit des comptes génériques utilisés, et donc une revue de compte, ça peut vous aider, et en plus, des fois, il y a des établissements qui exposent ces comptes génériques sans faire vraiment exprès sur le VPN. On peut se retrouver avec des comptes... on peut donner un exemple, on a eu Labo, Radio, et plein d'autres. Donc, quand je dis le nom et l'autre suivant, c'est le mot de passe exposé sur le VPN, et ça a été le point d'entrée de compromission. Donc là, ça a été trouvé par du brute force, donc c'est vraiment dommage. S'il y avait eu du 2FA, toujours pareil. Comme ça, vous l'avez eu sur chaque slide. Donc voilà, les comptes génériques, faire une revue des comptes, bien sûr, ne jamais exposer ses comptes sur le VPN autant que possible. Et voilà, il y a deux groupes au niveau AD qui sont très importants en niveau de droit, et que souvent les administrateurs de domaine s'ajoutent parce que comme ça on manque jamais de droit. C'est l'admin de schéma et l'admin d'entreprise qui permet en cas de fédération de forêt d'accéder, de gérer le schéma ou gérer à plusieurs endroits à la fois. Donc vraiment il ne faut pas du tout que ces groupes soient donnés même aux administrateurs, ou le faire vraiment que de façon extrêmement ponctuelle en cas de besoin. Parce que sinon l'attaquant pourra rebondir et s'étendre dans le domaine ou dans le schéma. Réaliser aussi des audits. Là, on vous a donné des exemples d'audits gratuits et automatiques de votre AD. Donc, il y a ADS basé sur Oradat de l'ANSSI. Donc, ça, c'est plutôt pour les chemins de contrôle pour devenir admin. Et ensuite, il y a une notation, il y a plein de bonnes recommandations. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Ça peut être complémentaire. Donc, avec Pink Castle et Purple Knight, ces trois-là, à titre personnel, c'est les trois que je sais bien utiliser, qui sont pour moi le plus complet, et qui permettent vraiment de voir son niveau augmenter et de faire petit à petit des choses et faire augmenter. Donc, pour moi, il y a vraiment, dans l'idée d'amélioration continue, c'est de faire des audits régulièrement et puis de savoir ce qu'on a sur la pile pour augmenter son niveau en sécurité AD, et ça vous donne plein de recommandations et plein de contre-mesures. Aussi, essayer de mettre en place du tiering. Donc là, on n'est plus vraiment dans les quick wins, mais l'idée de faire du tiering avec un tiers où on met les services critiques, un tiers où on met les utilisateurs, et de faire que un compte ne puisse pas aller d'un tiers à l'autre, c'est idéal. Donc là, c'était plutôt vous parler du principe pour que ce soit une idée pour vous. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, allez vous y intéresser, ou vous dire que idéalement, dans le futur, il faudra essayer de tendre vers ça. Avant les JO, soyons honnêtes, c'est complètement impossible à mettre en place, je pense. En termes d'identifiant, essayez de mettre une politique de mot de passe forte pour tous les comptes, même les comptes utilisateurs, parce que souvent c'est le point de départ. C'est vrai qu'il y a Bluedown aussi, mais je l'utilise moins, il est moins friendly d'après moi. Non, ça. Je réponds aux questions en même temps, c'est pas bien. Et en termes de politique de mot de passe, donc souvent c'est les comptes utilisateurs qui sont un petit peu l'accès initial, et ils ont souvent des mots de passe faibles parce que le médecin n'a pas envie de s'embêter avec un compte qui a plus de 6 caractères, parce que c'est chiant, il faut le retaper toutes les 30 secondes. Mais ce compte, si il a 6 caractères et qu'il est exposé sur le VPN, c'est une vraie faiblesse pour votre système. Toujours pareil, le 2FA vous permettra de vous prémunir des mots de passe faibles, entre guillemets, mais faites que le niveau de sécurité dans la politique du mot de passe soit à l'état de l'art. Donc pour un compte utilisateur, on va plus partir, d'après la documentation ANSSI, c'est l'idéal, sur 12 caractères avec les facteurs de complexité de l'AD et pas d'expiration, parce que sinon on se retrouve avec de l'incrémentation. Quand il expire, les gens rajoutent un 1, 2, 3, 4 à la fin. Et pour les mots de passe administrateurs, une expiration tous les ans, et 16 privilégiés et 16 caractères. Et une expiration. Voilà. Aussi, sur les assets, que ce soit sur l'AD ou partout où c'est possible, mettez du fail to ban, c'est-à-dire que quand une IP ou quand un compte a fait trop d'échecs
Dans l'AD, c'est implémenté de base. Trop d'échecs, le compte est bloqué, ou du moins il est bloqué pendant 30 minutes, 40 minutes. Et puis pas spécialement le dire à l'attaquant. Il y a des fois certains produits qui ont ce qu'on appelle du shadow ban, c'est-à-dire qu'il n'est même pas au courant qu'il est bloqué, donc il va continuer de brute forcer, mais il n'y aura même plus de réponse. Ça ne servira pas de faire matcher le mot de passe dans la base de données où il est stocké. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Inspirez-vous de ça et puis essayez de faire les actions qui sont possibles pour vous, mais effectivement autour des outils d'audit, ça vous donne pas mal d'audits, ça vous donne pas mal d'idées. Et aussi, que ce soit les produits commerciaux, antivirus ou EDR que vous avez sur votre parc, vérifiez qu'il est actif partout et qu'il est déployé partout, parce que des fois on dit ah oui, mais tel serveur, on ne peut pas mettre d'antivirus parce que c'est tel produit, ça marche moyen. C'est quand même assez désagréable de voir qu'une compromission est passée parce que sur le serveur Biomed 4, on n'a pas pu en mettre parce que l'éditeur ne veut pas qu'il y en ait. On comprend que c'est pas vous, mais ça reste pour nous une problématique parce que dans des schémas d'attaque, on l'a vu plusieurs fois. Et toute exception doit être exclue. Et s'il y a une expression, vraiment, une exception, il faut vraiment la motiver et faire du hardening d'un autre côté pour que ça ne puisse pas être le point de pivot de l'attaquant. Voilà. Et on parle de DDoS. Ouais, juste avant, on revient un peu sur la partie généraliste et notamment les points de contact. Donc, identifier toutes les parties prenantes de votre système d'information, tous ceux qui peuvent administrer le système d'information. On avait vu tout à l'heure les sous-traitants possibles sur certaines briques de votre SI. Donc ça, identifier les points de contact, consolider, mettez à jour, créez vos annuaires internes de responsables des systèmes d'information, des personnes qui sont joignables et comment on les joint, que ce soit en HO ou HNO. Donc ça, c'est pareil, hein, sur les incidents, ça peut gagner énormément de temps d'avoir tout ça à disposition très rapidement. Un autre point, si vous ne l'avez pas déjà fait, identifier les prestataires de réponse incident. Donc vous connaissez vos certes santé. Donc identifiez aussi ceux qui seront capables aussi de vous accompagner techniquement dans la remédiation. Commencez à discuter avec eux, ça va leur permettre, eux, de vous connaître, de connaître aussi votre environnement, votre terminologie. Donc ça peut grandement aider lors des premiers moments d'un incident de sécurité. Et pareil, posséder ces versions-là, ces informations-là hors ligne de votre système d'information, parce que avec les attaques de type rançon logiciel, si c'est sur le système d'information, on perd ces informations-là. Sur la partie de déni de service, c'est vrai que ça va être un très grand enjeu. C'est quelque chose qu'on va probablement en entendre parler pendant les JO. On parle bien souvent et on pense naturellement sur les services qui sont exposés, sur les services visibles. On pense un peu moins souvent sur nos accès à nos systèmes d'information tels que les VPN. Ça peut être la cible d'attaquants pour paralyser une organisation, de saturer la ligne Internet, de saturer cet accès-là pour pas que vous puissiez vous connecter. Donc, prenez en compte ce type d'attaque-là. Ça passe par le dimensionnement de votre architecture, donc de regarder la capacité et d'anticiper potentiellement les afflux à venir en fonction des événements. Regardez aussi les redondances, donc identifier les goulots d'étranglement, donc les SPOF. Et un point qui est essentiel aussi, c'est de prendre contact avec son fournisseur d'accès, qui bien souvent propose des solutions anti-DDoS sur leur partie. Donc là, regardez, discutez avec eux le coût, le délai et l'intégration, comment le tout s'imbrique, et surtout identifier des contacts techniques, parce qu'avoir tout de suite un contact technique sur le FAI lors d'un incident de type déni de service, il peut vous orienter au minimum et peut même des fois régler la situation. Enfin, il y a un lien aussi sur la documentation, sur comprendre et anticiper les dénis de service de l'agence. Donc ça, c'est dans le lien. Et bien voilà, on arrive à la fin. Merci à tous. On a peut-être perdu Florent. Ah oui, pardon. J'ai oublié ta dernière slide. On a une dernière slide sur la gestion de crise, sur les exercices de gestion de crise. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps, mais c'est des choses qui sont très enrichissantes, qui vous permettent de vous améliorer, de progresser, et vous allez apprendre des erreurs sur ces exercices-là, et ça vous sera bénéfique vraiment en cas de réel incident. Donc il y a des kits à disposition et de l'agence, là qui est vraiment orienté Jeux olympiques.
et aussi du CERT Santé, qui est plus orienté là, du coup, sur votre secteur de santé. Donc voilà, regardez ces kits, consolidez-les, faites un mix des deux, mais essayez de vous entraîner à la crise. Exactement, donc merci à tous. On a perdu Florent qui devait partir sur un autre point. Donc si vous avez des questions pour nous, eh ben, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Il y en a pas mal qui ont déjà été posées, auxquelles on a essayé de répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, on reste nous encore quelques minutes dans ce canal pour essayer de vous répondre et on reste en ligne aussi. Et on va aussi vous présenter le prochain rendez-vous qui aura lieu le 16 mai. Et donc, le CERT Santé va vous proposer une session libre, c'est-à-dire qu'on n'aura rien prévu. Vous pourrez nous poser toutes vos questions sur la menace cyber ou même sur des points qui vous intéressent, sur les réponses à incidents et des actions de prévention. Donc, ce sera un peu plus libre. Et donc, on essaiera de vous répondre en direct. Et si on n'a pas la réponse tout de suite, on essaiera de vous apporter la réponse le plus efficacement possible et le plus rapidement possible. Et on notera aussi toutes les questions pour lesquelles on ne sait pas exactement quoi vous dire. Bon, on va essayer d'être le plus précis. Voilà. Je laisse les questions si jamais il y en a encore. Hop, si un compte a leak sur ListCheck, il suffit juste de changer son mot de passe. Déjà, oui, c'est une première mesure à faire. Il faut aussi vérifier dans les logs si ce compte n'a pas été utilisé à des fins non prévues, parce que des fois, le compte peut avoir été utilisé et mais ils ont récupéré d'autres identifiants à partir de ce premier compte. On peut prendre le cas d'un RDS, par exemple, exposé, et ils vont avoir récupéré potentiellement les identifiants d'autres personnes. Pour la présentation, on va essayer de vous la partager à minima dans le chat CERT Santé pour les RSSI de santé du chat. Donc, si vous n'êtes pas dans le chat CERT Santé aussi, n'hésitez pas à demander une session avec un mail. Et sinon, ce sera mis en ligne dans quelques jours sur le site de l'ANS. Je vois qu'il y a eu une main levée, mais j'ai pas réussi à décrocher, entre guillemets. Effectivement, tous les liens seront dans le PDF de la présentation. Et la présentation vous sera partagée sur le site plus tard. Un tableur synthèse avec des actions préconisations de vos slides pour nous aider à les initialiser. Non, on n'a pas vraiment fait de tableur, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce que vous avez déjà en place ou ce que vous n'avez pas. Puis, soyons honnêtes, je n'y avais même pas pensé. Et bien, si vous le faites, super, n'hésitez pas à partager avec le reste de la commune. Merci pour les questions. À bientôt sur chat. À bientôt. Je vais essayer de remonter dans les questions. S'il y en a qu'on n'a pas vu, vous pouvez les reposer. Il y a eu pas mal de messages. Des liens vers les tutos pour la mise en place de tout cela. Justement, il y a pas mal de liens plus ou moins précis. Après, il y en a où c'est des documentations plus larges et donc il faut chercher dedans. Mais on a essayé de mettre le plus de liens possible justement dans la présentation pour que ce soit à la fois un support technique pour vous et puis des recommandations générales. Après, en général, sur Internet, on a un peu tout. Que tout le monde fait un peu, donc vous trouverez de la littérature un petit peu partout. Ouais. Pour les audits au radar, est-ce qu'il doit y avoir un intervalle entre deux audits ou peut-on les faire à un moment 2 mois qui sont conseillés? Entre 2 au radar, Prachéa, tu sais s'il y a un temps minimum, mais je pense pas. Non, il n'y a pas de temps minimum, vous pouvez les enchaîner entre quelques heures de différence, c'est possible aussi. Comment protéger son coffre de mot de passe, notamment en cas de cryptolocker? Vous pouvez le backuper à froid, entre guillemets. Il y en a aussi qui sont synchronisés. Je parlais de VaultWarden, Bitwarden, il y en a qui sont synchronisés sur Internet, entre guillemets. Donc, soit sur Internet, sur un serveur cloud, c'est pas idéal, ou sur un serveur chez vous. Après, effectivement, il faut avoir des backups de la configuration, enfin de la base de données de ce même gestionnaire de mot de passe. Mais effectivement, le gestionnaire de mot de passe est très fort pour plein de points, mais contre les info-stealers et les crypto-lockers, c'est une autre type d'attaque pour lequel il est un peu lui aussi vulnérable. À renouveler avec ce format, top. Merci. Une version on-premise de Bitwarden? Oui, elle s'appelle VaultWarden. C'est un fork de Bitwarden qui a été modifié pour être on-premise. Et il y a aussi une version Bitwarden on-premise, mais je crois que là, cette fois-ci, elle est payante, mais ça existe aussi. Je sais qu'on a des établissements qui utilisent un Bitwarden on-premise.
Y a-t-il des gestionnaires sur Secnum Cloud? Je ne vois pas exactement. Pas bien Il y a compris. des gestionnaires sur Secnum Cloud. Ah oui, ok, pardon. Oui, pardon. Pourquoi le rapport Silène ou CERT Santé ne sont pas acceptables pour l'audit de validation dans le cadre de CARE? Il faudra demander à CARE. Une solution officielle pour exporter les mots de passe Labs en cas de compromission de l'AD. Je passe par un script maison qui exporte en PGP. Ouais, ça marche bien, effectivement. Bah, sinon, en général, ça finit sur des clés USB, c'est local, ça fonctionne plutôt bien. Mais non, de solution officielle, j'en connais pas. Le KeePass est conseillé aussi. Bah, KeePass est tout à fait conseillé aussi, mais souvent c'est plus difficile en fait de réussir à le synchroniser correctement à l'échelle d'une organisation. C'est un petit peu le point faible qu'on trouve à KeePass, même s'il y a KeePass XC, tout ça, pour le mettre dans le navigateur. Pour le synchroniser à la fois sur son téléphone, sur tous ses appareils, c'est pas simple. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres outils qui ont d'autres forces et faiblesses. Il y a des solutions commerciales, il y a des solutions que vous pouvez utiliser open source. Nous, on préfère toujours l'open source quand on a la possibilité d'en implémenter dans notre lab. Logpass a une offre chez Outscale qui est Secnum Cloud. Ok. J'avoue que je ne connais pas toutes les solutions. On a API Logself, TeamPass pour centraliser les mots de passe. Vous voyez, vous avez plein de solutions différentes qu'on ne connaît pas spécialement. C'est vrai que nous, on connaît exactement la solution qu'on utilise et pour laquelle on est plutôt user-friendly, mais on ne connaît pas tout. Bon, je vois qu'il y a un peu moins de questions, donc on va rester en ligne jusqu'à écart et puis ensuite on clôturera tranquillement. Avez-vous des avis sur le Password Push, PW Push, pour transmettre des infos sensibles? Je le connais, j'en ai entendu parler, on ne l'a pas audité, donc on n'a pas d'avis. Je n'ai pas d'avis personnellement dessus. On dirait qu'on a réussi à vous tarir de questions, donc c'est bon. Et puis on vous mettra tout, à la fois le replay le lien vers la présentation sur notre site. Et on vous propose aussi de suivre la page LinkedIn du CERT Santé, on essaiera de le pousser dessus. Voilà, si vous arrivez à nous trouver. Merci. Segmentation, ségrégation. Effectivement, la ségrégation réseau, c'est pas bien. Segmentation, c'est mieux. Ça implique de travailler le mot de passe, principalement sont moyennement fiables, effectivement. Merci JB. Merci à tous. On reste dans le chat encore quelques minutes pour répondre, mais on va se déconnecter du vocal. Bonne journée à tous. Encore merci.